on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez de là. On veut s'amuser. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast BABA par Béatitude, un podcast qui parle de sport et de mindset où à chaque épisode, nous invitons un sportif amateur, un sportif professionnel ou alors un professionnel de la santé avec qui nous discutons autour d'un sujet, d'un thème ou d'une problématique établie au préalable. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Lilian. Comment ça va Lilian ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc, je vais t'expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. En premier, je vais te demander de dérouler ton CV sportif, donc de nous dire les sports que t'as pratiqués, le rapport avec le sport que t'as encore aujourd'hui, et ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça te va ? C'est parfait pour moi. Ok, je te laisse te présenter. Super, moi c'est Lilian. Je vis actuellement au Canada et pour faire un petit peu rapide résumé de ma carrière sportive, on va dire, ma carrière amateur, j'ai fait 13 ans de basket en club en France, plutôt dans mes jeunes années, et j'ai fait pas mal de sport en soi. Mon père m'avait dit c'est important que tu fasses un sport, et il y a des années je faisais 2 sports en même temps et tout. Donc j'ai touché au tennis, j'ai fait du foot en club, j'ai fait du basket, j'ai fait de la piscine, j'ai fait énormément de choses, du tennis de table même. Mais le sport qui m'a vraiment marqué, moi, c'est le basket. Et puis là, quand je suis arrivé un peu au Canada, là, il n'y a pas de système de club un peu. C'est plus un système de ligue privée où les gens ils se rassemblent et ils font des matchs entre eux. Donc c'était plus compliqué de faire des fives ou de faire des baskets dans la rue, tu vois. En plus, avec l'hiver, c'est chaud. mais en gros, ouais, je me suis diversifié. J'ai fait plus des ligues privées, un peu plus compétitives, mais pour moi, ça a toujours été du loisir. Donc, un peu de basket, un peu de foot, un peu de hockey. Bien sûr, t'es au Canada, du patin à glace. Hein. Et puis là, je me prépare en fait pour courir un semi-marathon. Je me suis mis ça comme objectif pour la fin septembre. En vrai, c'est samedi. Hein. C'est samedi, là, je vais courir. Ah ouais, t'es chaud. Mais ouais, là, en ce moment, c'est plus la course longue pour moi. Ouais, mon sport, là, actuellement. Ok, très bien. Donc, j'ai déjà des questions à te poser sur ton parcours, mais en premier, je vais présenter le sujet. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être quand la data remplace la beauté du sport. Donc aujourd'hui, on sait que la data, elle est présente partout dans tous les domaines de la société, donc en particulier du sport. Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable d'utiliser la data, que ce soit pour un sportif amateur ou pour un sportif professionnel. Et donc aujourd'hui, moi, je voulais discuter avec toi pour savoir ton avis sur la data et surtout ton ressenti sur est-ce que il y a un lien entre la beauté du sport et l'émergence de la data, ou si pour toi la data c'est juste un allié pour pouvoir être meilleur et proposer du meilleur contenu ou des meilleures performances dans le sport. Déjà, c'est quoi ton avis par rapport à la data dans le sport ? Est-ce que tu as un avis général ? Ouais, pour moi, ça a toujours été une sorte d'allié pour mieux comprendre ce qui se passe. Je sais que à une époque, Canal+ avait révolutionné les commentaires sportifs en implémentant de la donnée. Il commençait à dire voilà, ce joueur a fait tant de passes dans le match, etc. en parlant de foot. Je pense que c'est une révolution qui est arrivée dans les années 90, peut-être 80 même, qui est importante pour moi et utile. Après, ces dernières années, ça a un peu explosé, et je pense que c'est de la manière dont on utilise la data qui peut être négative et influer sur la beauté du sport et sur la manière dont on ressent, où on regarde et où on apprécie un certain sport. Genre le baseball, ils avaient implémenté ça a révolutionné. La NBA, ils commencent à implémenter ça, mais on voit que ça commence à changer un petit peu la manière dont les gens y jouent, et c'est pas tout le temps pour le mieux. C'est ça. Et en plus, toi qui as fait du basket,
Donc on sait clairement que en NBA, on va parler de NBA, tu vois, vu que c'est la meilleure ligue au monde. En NBA, on sait que les data, c'est essentiel. On peut pas parler de basket sans parler des rebonds, des paniers, des 3 points, etc. Donc déjà, moi, je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que au basket, on abuse trop des data, c'est-à-dire que c'est limite, on va plus parler des pourcentages d'un joueur plutôt que de la façon dont il joue. Je pense que en NBA plus qu'en basket, ouais, ça commence à devenir dangereux. Dans le basket, en règle générale, si tu regardes l'Euroleague, c'est différent. Ça joue, ça défend et tout. En NBA, ils sont vraiment beaucoup influencés. Là, j'avais regardé un documentaire, il disait clairement les franchises commencent à sélectionner plus des gens plus athlétiques et plus grands comparé à des grands joueurs un peu plus lourds ou des petits joueurs un peu plus légers. Là, ils commencent tous à prendre des grands joueurs athlétiques, tous. Et ça commence, c'est vraiment ça, c'est à cause de la data. Déjà, ça influe sur la sélection des joueurs. Et après, ça va également influer sur la manière dont ils jouent. On regarde que ces 30 dernières années, il y a eu une augmentation massive du 3 points en basket où les gens, statistiquement, se sont rendus compte que ça vaut plus le coup de tirer un 3 points, quitte à le rater, que d'aller au lay-up, au double pas. Et du coup, tu vois, mais des statistiques, là, les Splash Brothers aux Warriors, le nombre de fois où ça shoot, des Russell Westbrook qui sont connus comme des shooters, même si ça rentre pas, ils shoot, ça influe beaucoup sur la manière de jouer et même sur la beauté. C'est toujours plus impressionnant, en fait, de voir un joueur aller dunker ou aller au double pas avec en faisant un petit trick, quelque chose comme ça, que un gars, il balance le ballon de loin, ça rentre pas, on part en défense. Et d'un autre côté, même ces gens-là, ils vont choisir de tirer ou pas tirer juste pour les stats. Il y a des joueurs, ils choisissent de se donner à fond pour aller chercher le rebond juste pour les stats. Il y a des gens, ils vont même pas chercher à tirer parce qu'ils ont peur de rater pour que ça influe sur leurs stats. Sachant que maintenant, toutes les franchises se caractérisent, commencent à analyser plein de choses par rapport à la donnée. Il y a des joueurs, ils ont peur genre que ça influe sur leur prochaine négociation salariale ou lorsque leur contrat arrive à terme pour changer de franchise, les stats sont pas aussi bonnes qu'avant, tu vois, des trucs comme ça. C'est Ça ouf. influe même, ils ont peur, quoi, tu vois. T'as parlé de 3 points, je suis obligé de parler de ce joueur-là, Stephen Curry, qui a quand même révolutionné la NBA par rapport à ça, tu vois. Et je me dis que forcément les petits, tu vois, les nouvelles générations qui vont le voir jouer, vont vouloir le recopier. En se disant que, ouais, Stephen Curry, je sais pas, il met combien de 3 points par match? À chaque fois, il arrive à 30, 40 points. Est-ce que le fait de toujours vouloir, par exemple, marquer le plus de paniers, ça fait que les gens vont toujours jouer de la même façon et donc forcément on va perdre un peu tu vois, la beauté du sport, l'essence qui fait le sport, le fait d'avoir des profils différents. Clairement. Je pense que ça va influer, ouais, sur la manière de jouer. Là, je pense que Stephen Curry influence plus les jeunes que LeBron James aujourd'hui, et ça va plus être des Stephen Curry qui vont donner le pas sur la manière de jouer plus tard. Et on aura, ouais. En gros, qui a façonné Kobe Bryant? C'était Michael Jordan. C'était lui qui jouait comme ça et qui a influencé des Kobe Bryant et tout. Et là, maintenant, c'est des Stephen Curry qui vont influencer les joueurs de demain. Et la manière de jouer de Michael Jordan était clairement différente de la manière de jouer de Stephen Curry. Mais quand on voit comment MJ il a influencé les joueurs, ouais, clairement, Steph Curry va faire la même chose et son profil ressemble énormément à ce que les stats demandent, donc c'est sûr que ça va influencer. Et puis, ouais, les franchises vont choisir les gens qui mettent des paniers, hein. C'est ça. Comme ça, hein. Mais pour toi, il y a un lien entre, tu vois, entre le fait que en NBA, par exemple, il y a énormément d'argent. Et forcément, quand il y a énormément d'argent, ça veut dire il y a beaucoup de pression, donc on attend à ce qu'il y ait une grosse performance. Et donc, le fait de tout le temps chercher la performance, ça veut dire on cherche à être le plus efficace possible. Mais si on cherche à être le plus efficace possible, ça veut dire que on va toujours jouer d'une certaine manière. Tu vois, on aura un jeu stéréotypé. Ça veut dire si on sait que, par exemple, il faut mettre que des 3 points pour être performant, ben forcément tout le monde va mettre des 3 points parce que il y a cette pression derrière là, la pression des résultats, la pression du public, des spectateurs, etc.
Donc au final, est-ce que c'est pas aussi à cause de tout cet argent-là qui est derrière, toute cette pression-là qui est derrière? Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord et je pense même que au-delà de juste l'argent pour qui va influer sur leur performance, la NBA c'est du divertissement, hein, c'est plus vraiment du sport. Hein. La plupart des sports deviennent du divertissement. On le voit avec la Formule 1. C'est les gens sont plus focalisés sur le divertissement que sur la performance sportive. Et donc là, ce que je vois, ce que je me dis dans la NBA, c'est vraiment que les les franchises cherchent à maximiser les profits et et c'est pas forcément que par rapport à la donnée, genre c'est vraiment comment dire, au divertissement. C'est lié au divertissement et certains types de jeux sont plus divertissants. Quand tu vois un panier de 3 points qui sort de nulle part, c'est assez divertissant et ils vont aussi favoriser ça pour le divertissement, pour l'argent. L'argent n'influe pas forcément que sur la performance des joueurs. C'est vraiment aussi un des autres dessins de la NBA, c'est que, et pas du basket en général, mais de la NBA, il n'y a pas que la data qui influe, c'est vraiment la transformation du sport en divertissement. Mais tu vois, là, on parle du sport professionnel. Je veux savoir si toi, à ton niveau en tant qu'amateur, t'as vu des gens être matricés par les chiffres. C'est-à-dire, ouais, si je mets pas 15 points dans ce match ou 20 points, ça veut dire j'ai fait un mauvais match. Si j'ai pas fait 10 rebonds, ça veut dire j'ai fait un mauvais match. Est-ce que toi, à ton niveau, ou toi-même, t'as été impacté par ça, tu vois? En tant qu'amateur, c'est vrai qu'on a accès déjà à plus de données qu'avant. Je le vois par exemple lorsque je cours, je me suis acheté une montre et bah je suis en fait ce que je fais. Et c'est sûr quand j'en ai discuté avec des amis, ça influe en fait sur notre course. Si j'ai pas fait, franchement, des fois je fais des temps. Si j'ai pas fait 30 secondes de moins, je me sens mal, tu vois. 30 secondes, c'est rien. Mais si j'ai pas fait 30 secondes de moins, je me sens mal et j'ai des amis, par exemple, ils me disent, ben moi, lorsque je regarde ma fréquence cardiaque, je vois qu'elle est élevée, elle devrait pas être élevée, et donc ça me stresse et ça la fait élever encore plus. Et ils me disent si je la voyais pas, j'aurais pu ne pas stresser par rapport à ça et continuer ma course. Mais personnellement sur la donnée, ce que j'ai vu plus en amateur, c'est vraiment par rapport aux montres en fait. Les gens me disent que ça influence énormément leur vie, genre et j'avais une amie, elle est pas partie se coucher on était en vacances, elle est pas partie se coucher, je crois, on était fatigués, on faisait de faire une rando et tout, elle est pas partie se coucher parce qu'elle avait pas fait ses 10 000 pas par jour. Donc elle se baladait dans les couloirs de l'hôtel Oh, pour faire ses 10 000 pas et pour finir son objectif du jour. Et j'ai d'autres amis qui m'ont dit la même chose, mais moi j'ai pas fait mon sport de la journée, j'ai pas fait mon objectif calorique de la journée d'après ma montre, faut que je fasse quelque chose. Bah ouais, mais tout n'est pas régi par la donnée de ta montre, c'est aussi est-ce que tu as passé une bonne journée, tu vois? Pour moi, d'un côté, il y a des points positifs, tu vois, on va pas se mentir. Le fait que les gens, peut-être, ils pensent plus à faire de l'activité, peut-être avant, ils le faisaient pas. Donc là, au moins, ils ont un objectif journalier. Donc, ils essayent de le faire, tu vois. Après, c'est vrai que le fait d'être focalisé sur ça, tu vois, de limite ne plus en dormir, en pouvoir dormir C'est parce ça. que j'ai pas atteint ça, tu vois, là, c'est vrai que ça devient extrême, tu vois. Lorsque Et ça devient une obsession, c'est c'est ça, dangereux. c'est jamais bon, tu vois. Et moi, je voulais rajouter que, en fait, moi, au niveau amateur, donc j'ai plus fait du foot, tu vois. Mm. Et on va pas se mentir, Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont révolutionné le foot, c'est des Mhm. légendes, tu vois. Mais pour moi, ils ont également détruit le foot. Mais je m'explique. Je t'écoute. En gros, avant, les statistiques, c'était important, tu vois. Ça a toujours été important, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression qu'on portait beaucoup moins d'attention à ça. C'est-à-dire, un attaquant, il pouvait mettre 10 à 15 buts dans une saison, ce qui aujourd'hui est très peu, hein. Si aujourd'hui tu mets 10 à 15 buts, on dit t'es un attaquant vite fait, tu vois. Mais avant, je me souviens, tu mettais 10 à 15 buts, tu faisais une très 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 grosse saison, tu vois. Et on n'allait pas juste te décrire par rapport à tes buts. Tu vois, on allait regarder ce que tu faisais par rapport à ton poste. Si t'es un attaquant, on allait regarder comment tu te déplaces, les occasions que tu crées. Est-ce que tu fais des passes décisives? Est-ce que tu fais beaucoup d'efforts? Est-ce que tu fais des appels? Or que j'ai l'impression avec Messi et Ronaldo, ils ont tellement créé une dictature des statistiques que soit le fait de marquer le plus de buts, le fait de faire le plus de passes décisives, c'est-à-dire que aujourd'hui,
si t'atteins pas un certain seuil de stats, ben, t'es considéré comme nul, limite. Alors qu'en vrai, c'est comme ce que Benzema, il disait. À un moment, Benzema, c'est vraiment le pro dans ça. Ouais, Lui, il a grandi avec Ronaldo, le Brésilien. ouais, Et lui, il dit clairement on peut pas juger un attaquant à son nombre de buts. Parce que sinon, ça veut rien dire. Parce que tu peux mettre 1 ou 2 buts dans le match, mais faire un mauvais match. Mais aujourd'hui, on a l'impression que si tu mets 1 but ou 2 buts, ben, ton match, il est incroyable. Et c'est ça que même dans le sport amateur, moi, j'ai pu voir des gens qui en gros, qui voulaient absolument marquer ou faire 2 passes décisives ou 3 passes. Sinon, en gros, ils avaient fait un mauvais match. Alors qu'en vrai, tu vois, le sport, ça s'arrête pas là. Le foot, ça s'arrête pas là. Il y a tes déplacements, il y a comment tu te sacrifies sur le terrain, comment tu te défends, tu vois, ça va trop loin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, ouais, les gens sont trop dans l'excès avec les datas. Trop dans l'excès. Et ça crée, ben, tu vois, par exemple, que ce soit au basket et au foot, ça crée des gens qui ont des attentes trop élevées par rapport pour moi, à la réalité, tu vois. ouais, je suis bien C'est, d'accord. c'est grave. En vrai, Franchement, c'est grave. j'ai deux réponses par rapport à ça. La première, je voulais rebondir sur le dernier point qui était que les gens pensent qu'ils font un mauvais match lorsqu'ils n'ont pas marqué un but ou des choses comme ça. Moi, clairement, je ne survivrai pas dans le monde actuel du sport. Genre, quand je le vois au basket, j'en ai fait beaucoup et j'ai une bonne vision du jeu et je suis très bon en défense en fait. Mhm. Et je le vois en fait, je sens que je suis important dans le match et tout, mais je vais mettre très peu de paniers, je suis un peu maladroit, les 3 points, je sais pas les mettre. Franchement, je Mhm. suis vraiment nul en 3 points. Mais je suis bon, j'apporte la défense, je fais du pick and roll, j'ouvre des espaces, je vais faire les bonnes passes dès quand il faut, etc. Et, et après, j'ai plus tendance à regarder ma performance par rapport à ça maintenant parce que je sais qu'au niveau des points et tout, ça va pas être ça. Mais c'est pour ça que j'apprécie aussi des joueurs comme Giroud ou Kolo Muani qui vont pas mettre plein de buts, mais ils sont des pivots, ils vont créer l'espace, ils vont imposer de leur présence et lorsque il y a des attaquants comme Mbappé sur le terrain, bah l'attention ça va se porter sur eux, mais aussi sur le joueur qui est devant tout seul. Mhm. Donc ça fait un bel équilibre. Tu peux créer l'espace, faire la passe D justement à ce Mbappé ou je sais C'est pas ça. Dembélé, tu vois, par la suite. Exactement. Et, et je trouve que c'est important aussi, mais c'est vrai qu'au niveau des stats, bah, après, Giroud, c'est pas dégueu au niveau des stats, c'est juste les gens, ils l'aiment pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des stats, bah, je sais pas, c'est le karting, tu vois. Mais Giroud, en termes de stats, c'est très fort même. En vrai, C'est c'est juste fort. les gens n'aiment pas son style de jeu parce qu'il a pas un style de jeu d'attaquant moderne. Tu vois, c'est pas un neuf qui va courir partout, faire plein d'appels ou être très rapide. Tu vois, aujourd'hui, je Mm. pense que le football, ça demande d'être très athlétique. C'est-à-dire de courir vite, de pouvoir dribbler et tout. Alors que Giroud, Mm. c'est plus un profil à l'ancienne, tu vois. Eh ben, tu vois, je pense justement, peut-être la data a changé ça pour le foot, c'est que bah, on va commencer à recruter plus des gens qui vont créer des, qu'on appelle ça, créer des occasions par eux-mêmes, faire des dribbles, être rapide, des Mbappé par la suite, c'est ça qu'on va recruter, alors qu'on va arrêter de recruter voilà des neufs qui restent devant, qui créent des espaces, etc. Comme Giroud, le profil de Giroud va commencer à disparaître. Je sais plus quel joueur parlait de ça récemment. Je crois que c'était un Brésilien. Il disait clairement là, le profil d'attaquant neuf disparaît. Maintenant, on cherche que des gens rapides, des ailiers qui vont percuter, qui vont dribbler, qui vont rentrer, que euh, que vraiment le rôle d'attaquant qui est tout seul devant, etc. C'est ça, mais tu vois, même aujourd'hui, avant, il y avait le poste de numéro 10 qui était clairement défini, tu vois, des joueurs comme Ouais. Zidane, Ronaldinho, Riquelme. Mais aujourd'hui, ce poste, il n'existe plus. Il y a plus de, tu vois, il y a plus de numéro 10 à l'ancienne qui sont pas très rapides, tu vois. Mm. Zidane, c'était pas un gars très rapide, tu vois, mais il était technique, Ouais. il était créatif et tout. Aujourd'hui, on n'a plus ce type de joueur qui est capable de faire ça parce que les recrutements, ils sont trop axés sur tout l'aspect athlétique, en fait. Vraiment. On va d'abord privilégier le physique, ça veut dire quelqu'un qui court vite, quelqu'un qui peut répéter les efforts, quelqu'un qui est solide, qu'on peut pas bouger, au profit de quelqu'un qui peut créer une occasion, quelqu'un qui peut dribbler, tu vois, comme Neymar, tu vois. Mm. Aujourd'hui, il y aura moins de Neymar, mais il y aura beaucoup plus de Mbappé.
Ouais, Neymar, je pense quand même ça peut se faire, mais il y aura moins de Messi ou de je sais pas de Valbuena, des Fekir, des gens petits en fait, des petits joueurs techniques comme ça qui jouent bien, mais juste ils sont petits, il y en aura moins. Malheureusement, à cause de la donnée où ils se disent moi j'ai besoin d'un grand athlétique et tout, comme le basket. Moi je me rappelle, il y avait un joueur qui m'impressionnait énormément. Je suivais, je crois au début des années 2010 la NBA. C'était Nate Robinson. Ok, ouais. C'est un gars, il fait 1m75. 1m75. Et ce gars, il était partout sur le terrain, il était athlétique comme jamais, mais il faisait 1m75. Et le gars, inspirant de ouf, il allait en NBA. Avec sa taille, il allait en NBA. Mhm. Et il te dunkait sur des Yao Ming, le plus grand joueur de l'histoire de la NBA. Je C'est crois qu'il faisait incroyable. 2m16, un truc comme ça. Peut-être, non, Plus, c'est qui je crois 2m16? plus, hein. Même plus. Il était Ouais, super grand. ouais. Il était super grand. C'est le gars qui a le plus grand qui a jamais joué en NBA, plus grand que Shaq. Et en gros, Nate Robinson lui dunkait dessus, il faisait des tirs à 3 points, il y a même des trucs où les gens ils sautaient et ils passaient entre les jambes. C'est incroyable. Et ces joueurs-là, tu les reverras plus. Tu les reverras plus parce C'est que ça. la donnée fait que maintenant on cherche des joueurs plus athlétiques, en football comme en basket, on cherche des joueurs plus grands, etc., tout en étant musclés. C'est peut-être l'influence de LeBron, hein. Le gars est musclé, grand et il arrive à dribbler des trucs comme ça et tout. Après, tu vois, LeBron, c'est vrai qu'il est physique, mais tu vois, je trouve qu'il a quand même une certaine finesse. C'est bon, tu vas me dire, c'est pas un Kyrie Irving ou tu vois, mais je trouve pas que ce soit juste une brute physique. Je trouve il a quand même énormément de qualité, Ah non, mais justement. LeBron James. Ah oui, oui, Tu vois? justement. C'est ça que je dis en fait. C'est le gars, il est athlétique, il est musclé, il est fort. Il peut jouer ailier fort, mais il va jouer plus ailier genre parce il est agile Ouais, aussi. de Et ouf. ça, c'est, en fait, je pense que c'est pas seulement au-delà de la data, c'est aussi ça qui a pu influencer le fait qu'on choisisse des gens un peu plus athlétiques et grands. C'est qu'il a pu influencer le jeu dans le sens où maintenant les gens se disent, bah, on peut avoir un gars musclé, un peu plus lourd, mais qui arrive à être agile. Et ça, c'est possible, tu le vois avec des Antetokounmpo ou je sais même pas qui d'autre, genre des Jimmy Butler. Embiid. Il y a des gens, ils sont Embiid, il est Ouais, Embiid, géant, ouais. mais il est, Il il fait est des grave dingueries des agile, fois. genre. Mais C'est tu vois, moi, dingue. j'ai l'impression que ça fera la même avec Wembanyama, s'il arrive à réussir et tout. J'ai l'impression que les franchises ou quoi vont chercher des gens qui auront son profil. C'est-à-dire quelqu'un qui est grand, mais qui est mobile, tu vois, qui peut mettre des 3 points, qui peut aller dunker, qui peut bien défendre. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, en fait, j'ai l'impression il y a des générations, tu vois. La génération précédente, on aurait peut-être cherché des gens comme Stephen Curry. Là, on va chercher des gens comme Wembanyama. Tu vois, après Wembanyama, je sais pas ce sera quoi, mais je pense que ce sera toujours axé physique, tu vois. On va toujours plus Bah, prendre le physique. tu vois, moi, Wembanyama, je le vois un peu comme un ovni. Pour moi, on n'a vraiment pas assez de données sur ce type de joueur. C'est vrai, il y a jamais eu ce genre de joueur en NBA. Mhm. Et la proie, je crois, c'est Jeep Elite maintenant. Ouais, Euh, la Jeep Elite n'est pas en capacité de mesurer en fait la donnée comme la NBA le fait. Donc on sait pas vraiment quel type de joueur c'est. C'est vraiment un ovni. Le gars, il arrive, il y a jamais eu des joueurs comme ça auparavant. Le gars, il est super grand, mais il est fin comme s'il avait ça. 12 ans. Il est incroyable. Et il est bon. Et il est bon. Il te met des 3 points avec sa taille et tout. Il te fait des fades, des pick and roll et tout. Enfin, vraiment, il est fort. Et je pense que euh, on va pas forcément chercher des gens comme ça, mais on n'a pas encore analysé en fait quel type de joueur c'est. Hein. On sait pas encore. Hein. On sait pas. J'ai On sait vu, pas. il y a un article qui est passé. Est-ce que Wembanyama peut emmener les Spurs aux playoffs dès la première année? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est Qu'est-ce une qu'on en dinguerie, sait? ça. Franchement, C'est une dinguerie. tu vois, Ah, c'est un peu un ovni aussi parce que avant on cherchait des gens athlétiques et tu me dis oui, on va chercher plus des gens comme Wembanyama, etc. En rebondissant sur sur ce que je disais qui était qu'on cherche des gens athlétiques et grands. Pour moi, il est pas athlétique, hein. Il est juste grand et technique en fait. Tu ben, vois? je vois ce que tu veux dire, mais après, on verra, tu vois. Les gens disent que forcément, quand t'es plus grand, tu peux avoir plus de facilité à te blesser. Donc, les gens attendent de voir comment il va réagir. Est-ce qu'il pourra enchaîner les matchs ou est-ce qu'il va être très fragile? Tu vois, je pense à Anthony Davis, qui est grave fragile, qui est grand aussi. Les gens pensent que, enfin, les gens attendent de voir, l'attendent au tournant pour voir s'il sera capable d'assumer le rythme, tu vois. Mais pour moi, là, en plus, il est en train de faire une bonne prépa, il a pris du muscle et tout. J'attends de voir, tu vois. J'attends de ouf.
je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur Messi et Ronaldo qui pourraient avoir ruiné le football. Je pense que des joueurs qui sont extraordinaires, le sport il évolue. Hein. Le football il a changé. Exactement. Mais en vrai, le football a vraiment changé parce que si tu fais le comparatif avec la Formule 1, là Max Verstappen est en train de faire un petit peu la même chose que Messi et Ronaldo ont fait dans leur temps. Il est en train d'exploser tous les records. Mais c'est plus facile d'exploser tous les records quand ton sport il a changé au profit d'un système plus divertissant que sportif. Ok. Quand Messi et Ronaldo sont arrivés, bah la Ligue des Champions a pris une dimension plus grande. On a changé les formats, le nombre de matchs a augmenté. Il y a eu un nombre de coupes qui a explosé. On fait des matchs amateurs, on fait des comment on appelle ça, des compétitions nationales. Enfin la Coupe des Nations, ça sort de nulle part. Ça. Ouais, ça sort de nulle Et là part. bientôt ils vont nous faire une Coupe du Monde des clubs sur le même principe que la Coupe du Monde des pays. Et l'UEFA et la CONMEBOL, je crois, ils viennent de signer un accord pour faire des matchs amicaux, je crois, ou même une compétition entre les meilleures nations européennes et les meilleures nations sud-américaines. Ouais. Donc le nombre de matchs a évolué de la même manière que le nombre de courses de Formule 1 a explosé. Je crois qu'il y en avait 10 par saison il y a 30 ans, un truc comme ça. Maintenant, il y en a 23, 25 bientôt. Ils veulent augmenter jusqu'à 25. C'est énorme. Et donc, tu m'étonnes que Cristiano et Messi marquent plus de buts. Il y a plus de matchs. Après, bon, ça n'enlève rien à leur talent et à leur travail. Bien sûr. Mais il y a beaucoup plus d'opportunités. Les clubs sont plus riches. Il y a des meilleurs préparateurs physiques et tout. Ouais, des meilleures installations, tout ça. Exactement. Et donc, enfin, quand il y a plus d'événements, il y a plus de matière pour marquer, pour se montrer, etc. Quand Ronaldo, je sais pas, il faisait peut-être 30 matchs par saison. J'abuse. Peut-être un peu plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est passé à 70. Ouais, c'est ça. Là, c'est On énorme. fait beaucoup des 70, matchs. 80. Tu vois, c'est fou. Mais tu penses que, en fait, comme t'as dit, vu que le football il a changé, eh ben. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Kylian. Mais en gros, vu que ça a changé la façon dont on joue, déjà on a remarqué que forcément par rapport à avant, le jeu il est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire faut être plus rapide, faut être plus costaud, etc. Donc ça fait que c'est pour ça que les gens privilégient de recruter des gens physiques parce qu'ils savent que ces gens-là pourront assumer le nombre de matchs, assurer la performance et l'efficacité au final. Et c'est pour ça qu'on met de côté les gens qui sont un peu plus petits, comme t'as dit, les gens qui ont une meilleure condition physique, mais qui sont peut-être plus créatifs. Et au final, à la fin, ça fait que sur un terrain de foot, on a l'impression que les gens jouent de la même façon. C'est vrai. Après, pour reprendre l'exemple Messi, le gars, il a jamais couru de sa carrière. Hein. Il attend après, le ballon. Messi, mais c'est ça. C'est Messi, frère, parce que. Messi, c'est Messi, mais tu vois, LeBron, c'est LeBron, Steph Curry, c'est Steph Curry. C'est des, comment dire, c'est des ovnis dans leur domaine, etc., qui influent en fait les générations futures. Ouais. Et Messi, il influe les générations futures, mais je sais pas, plus il a inspiré parce que au final, on n'a pas recruté des petits Messi plus maintenant, malgré ce qu'il a apporté dans toute sa carrière. On recrute plus des Ronaldo, tu vois, alors que au niveau de la stat, tu vois, au niveau de ce que ont apporté les deux joueurs, je pense que c'est équivalent. Mais au niveau de la stat, au niveau des trophées, etc., Messi est au-dessus. Ouais. Mais c'est, encore une fois, est-ce qu'on va se baser sur ça? Parce que, encore une fois, c'est de la stat, tu vois. Il y a des gens, ils vont toujours te dire, malgré je crois, il a 2 ou 3 ballons d'or de plus. Malgré ça, on va dire, Cristiano Ronaldo est plus grand que Messi. Ça, c'est du subjectif. C'est, pour rebondir sur ta question, c'est peut-être aussi ça, la donnée. Genre, les gens se basent trop sur ça. Genre, ouais, il a plus de buts, il a plus de trophées, etc. Ouais, mais qu'est-ce que Ronaldo a apporté au sport, tu vois? Après, voilà, on enlève un Ronaldo, on sait, mais comme t'as dit, les gens s'appuient trop sur des données. C'est-à-dire, si Ronaldo, il avait 4 trophées en plus, les gens, ils auraient dit, ouais, il est meilleur que Messi parce qu'il a 4 trophées. Tu vois, limite, on oublie le terrain. On oublie que c'est sur le terrain, c'est pas dans la vitrine. Après, bien sûr, c'est une légende. Mais, en gros, on peut pas s'arrêter à juste des chiffres ou des buts, parce qu'il a mis 70 buts. Tu vois, regarde, Messi en 2012,
il a fait une saison à 91 buts Mm. sur une année. C'est incroyable. C'est vraiment, je sais pas si quelqu'un C'est pourra ouais, faire mieux. Mais, pour te dire, moi, pour moi, c'est pas la meilleure version de Messi. En tant que joueur, pour moi, c'était pas le meilleur Messi que j'ai vu. ouais. Mais tu vois, il y a des gens qui vont se dire, ah ben, en 2012, il a mis 91 buts, donc c'était là où il était meilleur. Mais tu vois, moi, je peux pas m'appuyer sur juste des chiffres parce que j'ai vu les matchs. Mm. J'ai vu les matchs, j'ai vu comment il évoluait. Et je peux pas m'appuyer que sur des buts. Oui, il a été exceptionnel. Mais je sais qu'il y a d'autres années où il a été encore plus choquant. Il a été encore plus juste. Il a été encore plus clairvoyant, tout ce qu'on veut. Mais les gens vont dire, ah bah, cette année, il a battu le record. Ah, mais cette année, il a gagné ça. Ah, mais, tu vois, Ouais, je suis bien c'est ça d'accord. qui, c'est triste, tu vois. C'est triste. Mais pour en revenir au sujet principal, tu vois, c'est autant la data aujourd'hui, elle est indispensable. Même en tant qu'amateur, tu vois, on a besoin tu vois, que ce soit pour les entraînements, la fréquence cardiaque, voir combien de kilomètres on a couru pour s'améliorer, tu vois. Juste pour s'améliorer soi-même, on en a besoin de la data. Mais néanmoins, est-ce que toi, tu dirais qu'il y a plus de points positifs ou de points négatifs? Je pense que c'est égal et c'est une question de perception. Ok. Comment tu utilises la data? La data, elle est là, que tu le veuilles ou non. Comment tu l'utilises, tu vois? Mhm. Est-ce que tu vas te laisser influencer par le nombre de passes, le nombre de buts, etc. Ou est-ce que tu vas faire ton meilleur jeu et essayer d'apporter sur le terrain? C'est vraiment une question de subjectivité, de perception, en fait, de ce que tu as autour de toi. Ouais. Comme les critiques. Tu auras des critiques toute ta vie, qu'est-ce que t'en fais? Sur la manière de jouer, etc. Ça se trouve, tu fais ton meilleur match, tu auras une critique. Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu te laisses te faire bouffer par la critique ou tu vas de l'avant, tu continues sur ta belle performance? C'est de la même manière pour moi. Tu as un outil formidable, c'est formidable qui est de la data, mais c'est la manière dont tu l'utilises. Et pareil pour les franchises, parce que c'est elles qui vont influer sur les joueurs, etc. Les joueurs sont un pion d'une franchise, tu vois, aussi important soit-il. C'est clair. La manière dont les franchises vont recruter, etc. Au début, tu vois, dans le film Moneyball, avec Brad Pitt, là, sur le stratège, Ouais. sur le baseball, où il a commencé à implémenter la data dans le baseball, ça a révolutionné et il l'a bien utilisé. Maintenant, la data a évolué. Est-ce qu'on va continuer à bien l'utiliser ou Moi, il y a une chose qui, je pense, va me faire pencher vers le négatif plutôt que le positif, c'est quand la data se transforme en probabilité. Quand les joueurs vont commencer à jouer différemment parce qu'il y a une plus grande probabilité. Quand les gens vont avoir, par exemple, prenons l'exemple du foot, quand les gens vont commencer à avoir quand les joueurs vont commencer à avoir des oreillettes dans les oreilles pour discuter avec le coach en direct à la Galactic Football, et que le coach en direct va lui dire là, ou l'intelligence artificielle, tu vois, va lui Non. dire là, en temps réel, là, si tu tires dans les 3 secondes, t'as 92% de chances de tirer. Ouais. Ok, je vois. Ça va beaucoup plus influencer que sur l'instinct. Le sport, ça reste une performance physique, c'est beaucoup d'instinct, limite c'est animal, tu vois. C'est ça, Et si on oui. commence à robotiser notre performance sportive, c'est là où ça peut devenir dangereux. Lorsque la probabilité influe sur la stat, je pense que ça peut devenir dangereux. Combien de buts t'as mis? Ok, mais là, comment tu vas agir à cet instant T parce que la probabilité est élevée ou faible, peut influer. Moi, je me rappelle, il y a le but de Ramos, finale de Ligue des Champions contre l'Atlético à la 94e minute, là, Ouais. qui les a fait égaliser. La probabilité était quoi? 2%? Il aurait pu ne pas le tenter. Il a tenté, Bah c'est oui. rentré. Et après, ça a complètement changé le cours du match. Il y a eu 4-1, je crois. 4-1, ouais. Donc, à partir du moment où la data va influer sur la manière dont les joueurs jouent, ça va devenir dangereux. Ok. En plus, je voulais rajouter un truc par rapport au foot. Ouais. En fait, il y a une nouvelle stat qui est sortie récemment. Enfin, depuis, les gens l'utilisent tout le temps. Je sais pas si t'as déjà vu, c'est Expected goals. expected goals. Ouais. Ça, quand je te dis, quand je vois ça, j'ai envie de craquer, genre. Ça me dégoûte. Mais, en fait, tu sais pourquoi? C'est parce qu'en gros, maintenant, les gens, ils vont voir, par exemple, à la fin du match, il y a eu 2-0, je sais pas qui, pour le PSG. Mais ils vont voir que, je sais pas, l'équipe adverse, elle a 1,04 en expected goal. Et le PSG, je sais pas, ils ont
je sais pas, 0,9. Ouais. En fait, les gens On se dirige vont rester sur ça. Genre, ils vont dire, ah, mais ils ont volé le match. Ah, mais normalement, on méritait de gagner. Le PSG, ils ont été nuls, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. En fait, ça prend trop de place. Ça prend trop de place. Et ouais, j'avais dit à quelqu'un, tu vois, que même les applications où on peut voir les résultats, tu vois, les matchs en direct, où on peut, l'équipe, où on voit les statistiques en direct, il y a des gens, ils ne regardent plus le match, ils Ouais. regardent juste ça. Pendant 90 minutes, ils regardent, ah, le PSG a tiré une fois ou a tiré 10 fois, l'autre, ils ont 50% de possession, ah, ils sont nuls. Ah, tu vois, les gens ne regardent plus. Et en fait, pour moi, ça va un peu dans le sens de, on cherche juste l'efficacité. En fait, il n'y a plus ce truc où on cherche à performer, on cherche juste l'efficacité. On cherche pas à faire une belle performance ou une performance aboutie. On cherche juste à savoir qui gagne. Et c'est tout. C'est ça qui est le plus important. Ouais, je suis bien d'accord. Ça devient, on en revient, ouais, sur la probabilité. L'expected goal, c'est une probabilité. Et c'est là, en fait, c'est de là que ça vient ma réflexion, c'est qu'on a commencé à implémenter la probabilité. Expected goals, etc. Mais j'ai entendu que les statisticiens commencent à développer ça sur des expected pass, expected position, tu vois. Oh là 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 ça va partout. C'est ce qui est la probabilité de faire ça. C'est horrible. La probabilité va être partout. Je sais que quand ils ont implémenté la data en NBA, ils ont commencé avec 40 termes. Genre les rebounds, enfin les rebonds, les lay-ups, la data, la machine qui interprétait la donnée connaissait ces termes-là. Maintenant, ils en connaissent plus de 300. Et ils vont commencer à développer des systèmes de data qui vont être centrés autour de ces probabilités-là. Il y avait un expert là qui disait la probabilité de réussite, elle est de 5% sur un tir au foot, mais la manière dont le joueur va tirer, elle est de 80%. Donc là, il y a une probabilité sur la probabilité, donc ça influe doublement, tu vois. Il calcule que ça, mais joue ton match. C'est une dinguerie, franchement, c'est incroyable. Ces gens-là regardent même plus, ouais. Comment on va le foot. Hein. Vu comment en vrai, quelqu'un avait dit que le sport, c'est un peu le reflet de la société, tu vois. En vrai, c'est pareil dans le marché du travail. En gros, il y aura de plus en plus de robots où on va plus utiliser l'intelligence artificielle pour être de plus en plus performant, tu vois. Donc au final, c'est un peu comme ça que ça va avancer. Je pense que même dans 30 ans, le football, ce sera plus du tout le même, tu vois. Comme t'as dit, ça se trouve, il y aura l'IA qui va s'installer, il y aura des oreillettes, comme t'as dit. Il y aura des oreillettes. Ça, c'est sûr, ça arrive, ça. C'est franchement, vas-y. Mais bon, c'est le jeu, hein. Malheureusement, je pense qu'on peut rien y faire. On est trop petit, il y a trop d'enjeux. En fait, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'argent, il y a trop pour changer les choses. Là, en parlant d'argent, ouais, ça influe même sur les jeux sportifs, les paris. Les gens vont commencer, aussi les gens qui regardent les statistiques plus que le jeu, en fait, sont les gens qui parient aussi. Donc, c'est ça. Enfin, pas en majorité, mais souvent, c'est un pattern qu'on retrouve souvent. Mais en gros, ces gens-là vont regarder que les stats parce qu'ils ont parié sur une stat. Les sites de paris sportifs ont accès à autant de données que les clubs. Donc, par exemple, quand un club reçoit, tel joueur, il a fait tant de passes, les sites, ils achètent la même donnée. Et on se retrouve à avoir des systèmes de paris. Moi, quand j'étais jeune, quand je touchais un peu à ces trucs-là, c'était eux, ils font match nul, eux, ils perdent ou ils gagnent. C'était victoire, nul ou défaite. Maintenant, c'est un but ou plus, match nul, victoire. Kylian Mbappé touche 100 ballons. Enfin, comment ça, il touche 100 ballons? Tu vas regarder ton match. Les gens, ils vont commencer à regarder des trucs comme ça. Genre, un tel, il rentre à la seconde période, mais tu paries sur ce genre de choses. Tu regardes même plus le foot, en fait. Mais c'est ça, tu suis plus le match. En fait, pour moi, c'est plus suivre le match. Genre, en fait, tu regardes juste. En fait, c'est comme si tu regardes la data, genre. C'est pas le match, c'est tu regardes à la télé de la data. C'est ça. Et je peux comprendre que ce soit passionnant, mais c'est pas le sport. C'est pas du sport. Ouais, c'est pas du sport pour moi. C'est pas du sport. En tout cas, merci Lilian. Merci Lilian pour ton intervention aujourd'hui. Avec plaisir.
Donc on espère que la data, les gens pourront bien la maîtriser et pas la laisser détruire tout ce qui a été construit. Mais bon, on verra bien. Et En attente. en attente. Et la dernière question que je vais te poser, que Ouais. je pose à tout le monde bien sûr, c'est qui ton sportif GOAT ou ta sportive GOAT? Ouh, ça c'est une excellente question. Je me rappelle qu'on avait eu un débat comme ça où j'avais un peu de trash Lewis Hamilton alors qu'il est bon, tu vois. Mais parce que à mon avis, ouais, il y a tellement de facteurs. Lui, il a été aidé par son équipe et tout. Euh, mais pour moi, tu vois, on en revient à ça. J'en ai aucune idée. Parce qu'on en revient à ça, genre Djokovic, il est super bon au niveau des titres, etc. Mais on va retenir plus Nadal ou Federer pour ce qu'ils ont apporté pour le sport, pour qui ils sont. Mhm. J'ai pas forcément de sportif GOAT, hein. Franchement, moi, c'est plus les émotions que ça m'a apporté, hein. Ouais, tu vois, mais quand je dis GOAT, c'est subjectif, tu vois, c'est Totalement. le sportif qui t'a apporté je sais pas, qui t'a fait le plus vibrer ou qui a eu le plus d'impact sur toi, sur comment t'as grandi en tant que sportif, tu vois, c'est large. Pas forcément sur l'impact qu'il a eu pour moi, mais sur la manière dont je regarde un sport qui a été... j'ai fait quoi, 2 ans de tennis. La manière dont je regarde le tennis est bien différente depuis que j'ai découvert Gaël, mon fils. Pour Ok. moi, c'est un joueur qui a été incroyable sur son sport dans son pays, qui a révolutionné de la manière dont on peut s'amuser sur un cours en professionnel. Et je trouvais ça passionnant, les coups qu'il te met, l'athléticité qu'il te met, tout en étant assez créatif et en les rentrant, hein. Moi, c'est un peu un sportif GOAT pour moi, pour la manière dont il m'a fait regarder le tennis. Ok. Donc, très bien, Gaël, mon fils. Bon, bah, je te remercie. Donc, Merci à toi. tous ceux qui ont écouté, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez. Salut.